bienvenue à tous. Alors, ce que n'a pas fait la pluie, la neige, les grèves, etc., ce sont les vacances qui clairsèment un petit peu les rangs. Donc, j'imagine que certains d'entre vous sont déjà partis. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par rappeler que nos travaux de cette année nous ont amenés à ce moment charnière entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, où la Chine, sous la pression de plus en plus agressive et invasive des puissances occidentales, qui, je le rappelle toujours, inclut désormais le Japon de l'ère Meiji, donc la Chine se trouve acculée à faire des choix décisifs, c'est-à-dire soit tenter de réformer le système impérial existant et le transformer en une forme de monarchie constitutionnelle, soit le renverser complètement par une révolution et le remplacer par un régime républicain. Alors, je vous montre ce rappel chronologique que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, où l'on observe comment la Chine réagit aux agressions qu'elle subit, notamment à la domination grandissante du Japon. Donc, ce début du XXe siècle est véritablement l'heure de la montée en puissance du Japon. Alors, vous voyez par exemple que sur la 4e ligne, en 1898, vous avez cette première tentative de réforme du système politique qui fait suite à la toute première victoire du Japon sur la Chine dans cette guerre sino-japonaise qui se termine donc par la victoire du Japon en 1895. Donc la tentative de réforme suit juste quelques années plus tard. Et puis j'attirerai votre attention aussi sur l'année 1905 où vous voyez que l'abolition du système des examens mandarinaux coïncide avec la toute première victoire du Japon, cette fois-ci sur une puissance européenne, à savoir la Russie. Donc là, vous avez une concomitance de ces deux éléments qui montre bien que cette abolition met fin à l'un des principaux piliers du système impérial, puisque, comme vous le savez, les examens mandarinaux avaient pour fonction depuis des siècles de recruter les serviteurs de l'État impérial, État qui, de fait, s'écroule seulement quelques années plus tard, en 1911, pour laisser place à la toute première république de l'histoire chinoise sous la présidence de Sun Yat-sen. Et donc, cette date de 1905 est importante puisque, après cette date, les lettrés, qui n'ont plus pour but dans la vie de se préparer aux examens, qui sont fondés en grande partie sur la maîtrise du corpus confucéen, ces lettrés doivent alors se tourner vers de nouvelles formes de connaissances et de compétences importées d'Occident et dispensées notamment dans ces toutes nouvelles institutions que sont les universités sur le modèle européen. Alors, tout cela a pour conséquence que nos lettrés de type traditionnel se transforment en intellectuels au sens moderne et occidental du terme, et c'est donc un processus qui est retracé par Yves Chevrier dans l'article que je vous signalais la dernière fois. Et à ce propos, on peut également consulter l'ouvrage
de Madame Marianne Bastide-Bruguière, donc éminente historienne et sinologue, que vous voyez ici dans son beau costume d'académicienne, et qui, en 1979, a fait paraître cet ouvrage intitulé « L'évolution de la société chinoise à la fin de la dynastie des Qing, 1873-1911 », donc paru aux éditions de l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, nous avons vu que la première réaction des lettrés chinois à l'imposition de la suprématie occidentale, avec donc les guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle, a été tout d'abord le recours à la formule que vous avez en haut de la diapositive, zhongti xiyong, c'est-à-dire, si je traduis un petit peu librement, c'est l'idée que nous, Chinois, nous avons notre substance ou notre essence chinoise, et que nous ne faisons qu'emprunter, au fond, les apports occidentaux en termes de sciences et de techniques. C'est-à-dire que nous ne trahissons pas notre essence culturelle chinoise, mais nous ne faisons qu'emprunter des éléments, on pourrait dire, externes de l'Occident. Mais quelques décennies plus tard, force est de se rendre à l'évidence, comme l'a dit le grand traducteur Yan Fu, contre l'auteur de cette formule zhongti xiyong, à savoir Zhang Zhedong, il faut se rendre à l'évidence qu'il ne suffit pas d'emprunter les avancées techniques de l'Occident, il faut carrément se mettre à l'école de la supériorité occidentale en termes de culture, de valeurs, voire de religion. Mais malgré tout, le zhongti, c'est-à-dire donc la substance, l'essence chinoise, demeure assez forte pour que le réflexe reste de se raccrocher à des références classiques, c'est-à-dire confucéennes, de la culture ancestrale, des lettrés traditionnels, pour tenter de comprendre et d'adapter les concepts et les structures politiques de l'Occident, d'où ce que vous avez en deuxième place sur la diapositive, ce Minpen Seixiang, c'est-à-dire la pensée Minpen, c'est-à-dire la pensée qui met le peuple au fondement de l'ordre sociopolitique. Et donc cette pensée se réfère toujours à un tout petit nombre de citations classiques tirées par exemple du traité des rites, en chinois le Li Ji, du Mencius, en chinois le Mengzi, et du livre des documents, en chinois le Shujing. Alors, je rappelle rapidement, donc vous avez tout d'abord cette fameuse formule Tianxia Weigong qui est tirée complètement hors contexte de l'antique traité des rites et qui signifie donc tout ce qui est donc sous le ciel appartient à tout le monde. C'est un bien commun à tout le monde, et cette formule est censée être une sorte de précurseur chinois de l'idée occidentale de république, c'est-à-dire en prenant l'étymologie latine res publica, c'est-à-dire la chose publique, la chose commune. Alors, je vous rappelle aussi ce long passage que nous avons lu la dernière fois du Mencius au livre 5a, section 5. Alors, je rappelle là aussi rapidement que le Mencius, en chinois donc le Mengzi, le maître Meng, est composé de 7 livres qui sont numérotés donc en chiffres romains. Et chaque livre est subdivisé en 2 parties, donc en chinois Shang et Xia, c'est-à-dire
supérieur et inférieur, mais qu'on traduit dans la convention occidentale par grand A et grand B. Et chaque partie est subdivisée donc en sections qui, elles, sont numérotées en chiffres arabes. Et donc, ces sections sont très généralement des dialogues entre Maître Meng et un interlocuteur qui est très souvent en fait un grand de ce monde. Il a des interlocuteurs puissants qui viennent le consulter sur certaines questions, en général de politique. Alors ici, dans ce passage, il est question de la passation de pouvoir entre les deux grands sages rois de la mythologie confucéenne, à savoir Yao et Shun. Donc, dans cette passation de pouvoir, Yao choisit de passer le trône non pas à son fils, comme le voudrait la règle de la transmission héréditaire du trône, mais il le transmet à celui que le ciel, c'est-à-dire Tian, a désigné comme le plus sage et à qui donc le peuple entier se rallie. Donc le Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, qu'on traduit quelquefois par l'empire, c'est ce que donc le Tian, donc le ciel, donne au fils du ciel, Tianzi. Donc vous avez tous ces composés qui ont l'élément ciel. Et donc ça a son importance parce que vous voyez ici que la conception du pouvoir dans l'Antiquité chinoise s'exprime en termes d'abord cosmologiques, c'est-à-dire donc en fait, qu'est-ce qui vous donne le pouvoir, l'empire? C'est le ciel. Et donc le fils du ciel, ça n'est pas donc en l'occurrence le fils du souverain en place, mais c'est celui qui est d'une part agréé d'en haut par le ciel et d'en bas par le peuple. Et c'est ce qu'est censé signifier la formule finale que vous avez tout en bas en rouge de la diapositive, donc, qui est tirée de la grande déclaration du livre et des documents. Tian, donc shi zi wo min shi, tian ting zi wo min ting, c'est-à-dire le ciel voit à partir de ce que notre peuple voit, le ciel entend à partir de ce que notre peuple entend. Autrement dit, en fait, le pouvoir est conféré donc à celui qui est à la fois agréé en haut par le ciel et en bas par le peuple. Et donc l'extrait suivant que nous avons lu la dernière fois, donc, qui est tiré du Mengzi 7b14, vous avez cette phrase archi connue et répétée donc à l'envi, qui est donc Min wei gui, she ji ci zhi, jun wei qing, c'est-à-dire donc ce qui est le plus littéralement gui, c'est-à-dire le plus noble, le plus important, c'est le peuple. Ensuite viennent littéralement les autels des esprits protecteurs du sol et des grains, de la terre et des grains. Donc ici, en fait, il s'agit du symbole de la matérialisation du pouvoir de l'État, puisque c'est à ces autels, autels AU, TEL, que sont offerts les rites de sacrifice officiels, dans une Chine que vous constatez comme étant essentiellement agraire. Ce qui est le plus important justement dans le pouvoir de l'Antiquité chinoise, c'est justement de s'assurer le soutien des esprits protecteurs de la terre et des céréales, puisque nous sommes dans une économie essentiellement agraire. Et enfin, donc, Jian Weiqing, le prince, est ce qui littéralement pèse le moins, ce qui est le plus léger. Donc, bien sûr, nous avons ici
une formulation un petit peu, comment dire, paradoxale, hein, dans la mesure où on pourrait penser que ce serait en fait exactement l'inverse. Mais alors pourquoi est-ce que dans cette phrase, le peuple apparaît comme le plus important? Parce que c'est lui, c'est ce qui était dit dans la citation précédente, c'est lui qui converge avec le ciel pour désigner le Fils du ciel, c'est-à-dire celui qui se montre le plus digne de régner sur l'Empire, sur le Tianxia. Et enfin, vous avez autre citation que nous avons lue la dernière fois, le Mengzi 1b8, où vous avez donc un dialogue entre le roi Xuan de Qi, donc un des hommes forts de l'Antiquité, nous sommes au IVe siècle avant l'ère chrétienne, et donc ce roi est en dialogue avec Maître Meng, et le dialogue part de deux exemples qui sont pris dans la haute Antiquité, c'est-à-dire vous avez cette situation dans laquelle deux souverains réputés pour leur violence et leur corruption, qui s'appellent respectivement Tie et Zhou, c'est-à-dire vous avez une paire qui est antithétique de la paire Yao et Shun. Donc Yao et Shun sont des parangons de vertus confucéennes, alors que Tie et Zhou, quatrième ton, sont des parangons donc de corruption. Donc ces deux souverains mauvais donc sont démis par deux héros vertueux, à savoir Tang, c'est-à-dire Cheng Tang, qui est le fondateur de la dynastie Shang, et le roi Wu, qui est donc fondateur de la dynastie Zhou, premier ton. Alors, suit la question de savoir si le régicide est admis. Le roi Xuan de Qi se préoccupe de savoir si Chen Shi Qijun Ke Hu, est-ce qu'un sujet ou un ministre a le droit d'assassiner son prince. Et la réponse de Maître Meng est de dire, donc, quand on met à mort un souverain corrompu, ce souverain n'est plus à considérer comme un souverain du fait de son absence de valeur morale. Et c'est donc juste en fait un individu tout à fait quelconque, un vulgaire quidam, et donc assassiner un individu de cette nature n'est pas à considérer comme un régicide. Alors, bien sûr, on a fait beaucoup de gorges chaudes de ce qui apparaît comme une sorte de justification du régicide, et naturellement, nos intellectuels modernes se sont pas privés de pousser le bouchon encore plus loin en y voyant en fait un droit pour le peuple à se rebeller et à assassiner son prince, en ayant évidemment en tête l'exemple de notre Révolution française. Bon. Alors, bien sûr, tout ça, c'est allé un peu vite en besogne, mais ce qui est tout à fait intéressant pour nous, c'est que nous voyons que tous ces débats concernant justement l'idée que le peuple est au fondement de l'ordre sociopolitique et non pas le prince, ce débat a ressurgi tout récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, dans l'article que vous avez ici d'un universitaire de l'université Fudan de Shanghai qui s'appelle Liu Qingping et qui a donc rédigé cet article qui s'intitule Mengzi Minggui Shuo de Shi Zhi Shi Zunjun, c'est-à-dire le sens réel de cette notion de l'importance du peuple en premier, propre à Mencius, c'est en fait l'exaltation du prince.
exaltation pris au sens propre du terme, c'est-à-dire le fait de mettre en position élevée donc le prince. Autrement dit, ici, dans cet article, Liu Qingping dénonce justement cette espèce d'hypocrisie qu'il y a dans cette formulation du Minpen, le peuple au fondement, en disant qu'en réalité, ça revient toujours à la même vieille idée du despotisme du prince. Alors, c'est un article qui est paru sous diverses formes, en anglais, en chinois, dans une revue coréenne, etc. Je vous passe le détail, entre 2014 et 2015, et qu'on trouve encore en ligne sur ce site qui s'appelle Ai Seixiang, c'est-à-dire donc aimer la pensée. Et sur ce site que vous pouvez consulter, évidemment si vous lisez le chinois, ça aide, vous trouvez donc un certain nombre de textes justement de ces intellectuels chinois contemporains qui s'expriment justement sur certains sujets. Alors, qui est ce Liu Qingping? Alors, vous le voyez ici. Alors, donc, il est né en 1956. Il est professeur à l'Institut d'études avancées des sciences sociales de l'université Fudan de Shanghai. Alors, ses principaux domaines de recherche sont donc les études comparatives entre la culture chinoise et la culture occidentale, la philosophie morale et politique contemporaine et l'esthétique. Donc c'est essentiellement en fait un philosophe, alors, qui a commencé sa formation à l'université de Zhengzhou et qui a ensuite obtenu sa maîtrise et son doctorat à l'université de Wuhan. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup circulé dans la Chine centrale. Ensuite, sa carrière universitaire a démarré donc à l'université de Wuhan, puis il est, comme nous dirions, monté à Pékin. Il est passé ensuite à l'université normale de Pékin. Et ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que c'est quelqu'un qui a pas mal séjourné aux États-Unis. Il a été chercheur invité dit Harvard Yenjing à l'université Harvard de 1993 à 1994, puis à l'université de Californie à Berkeley de 2000 à 2001, et ensuite chercheur invité Fulbright à l'université de Yale de 2005 à 2006. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est fait donc une réputation internationale en circulant pas mal aux États-Unis. Et d'une certaine manière, on pourrait rapprocher son parcours de celui de son cadet Bai Tongdong, dont nous avons beaucoup parlé, puisque lui aussi connaît bien le milieu universitaire américain et a pas mal publié donc en anglais. Alors, le professeur Liu Qingping, lui, est l'auteur de près d'une dizaine d'ouvrages et de traductions, et en particulier, il a publié un ouvrage qui met en comparaison des valeurs confucéennes, d'un côté la loyauté et la piété filiale, et de l'autre côté donc la bienveillance et la droiture, et il a sous-titré ça donc une critique de l'éthique confucéenne. Donc c'est quelqu'un donc qui s'intéresse à la philosophie confucéenne, mais contrairement à Bai Tongdong qui fait une sorte d'apologie justement de cette philosophie confucéenne, lui se montre beaucoup plus critique. Alors, sur cette diapositive, nous avons un résumé de son article dont je vous traduis la substance. Donc, la notion donc de l'importance du peuple, du fameux Minghui de Mencius, a depuis toujours été éminemment mise en avant,
Et certains érudits modernes croient même que cette notion contient, entre guillemets, la fine fleur de la démocratie. Cependant, une fois replacée dans le contexte textuel concret, en particulier dans la structure globale de la pensée de Mencius, nous pouvons voir que cette notion, comme la notion confucéenne traditionnelle du peuple comme fondement, c'est-à-dire Minpen, donc cette notion considère principalement le peuple en réalité comme le fondement instrumental de la consolidation du règne du prince, plutôt que comme le fondement recherché pour sa valeur propre du corps sociopolitique. Et donc, au fond, nous sommes toujours dans le cas, il s'agit toujours du respect du prince. Donc ça, c'est la thèse centrale de l'article. Il y a eu justement toute cette excitation autour de cette idée du Minpen ou du Mingui attribuée à Mencius, mais en réalité, quand on remet tout ça en contexte, on s'aperçoit qu'on ne sort pas justement du schéma de la forme despotique du pouvoir du prince, puisque en réalité, c'est quand même le prince qui reste l'élément principal de la structure du pouvoir. Alors, l'article commence de cette façon, je traduis. Comme chacun sait, Mencius a clairement préconisé ce qui suit, donc suit cette fameuse phrase que vous connaissez maintenant tous par cœur. Donc le peuple est ce qui est le plus important. Ensuite viennent les autels des esprits du sol et du grain. Et enfin, le prince est ce qui pèse le moins. Alors, Liu Qingping continue. Bien que cette proposition ait autrefois mis en colère certains empereurs du passé, comme, alors il cite l'exemple de Zhu Yuanzhang, qui était l'empereur fondateur de la dynastie Ming. Alors cet empereur aurait ordonné que la tablette de Mencius soit retirée du temple confucéen et que le texte du Mencius soit expurgé, parce que, d'après l'empereur Zhu Yuanzhang, donc, le Mencius n'était pas assez respectueux envers le prince. Donc là, vous avez un empereur qui est parfaitement conscient du fait qu'il y a un potentiel de subversion dans ce que dit le Mencius, donc il réagit de manière assez virulente, mais en même temps, cette phrase du Mencius a été éminemment mise en avant par certains érudits des temps modernes. Alors, par exemple, et il cite, vous l'avez en rouge, Hou Shi, qui a fait l'éloge de Mencius pour avoir, ouvrez les guillemets, défendu les droits civiques, les Minquan, et, ouvrez de nouveau le guillemet, et respecter le peuple bien plus que le prince, dans un confucianisme qui valorisait pourtant le pouvoir du prince. Et il s'est même fondé sur une autre phrase célèbre du Mencius, et alors là, vous avez la citation du Mengzi 4b3, que je vous ai reproduite in extenso ici, sur cette diapositive, en troisième position, en bas de la diapositive, où là, vous avez de nouveau un dialogue entre Maître Meng et toujours notre bon vieux roi Qi, de Qi, le roi Xuan de Qi. Alors, le passage vous dit Mengzi Gao Qi Xuan Wang Yue. Donc, Maître Meng
Kao dit donc au roi Xuan de Qi. Alors Kao, ça a un sens assez fort. Hein, c'est d'une certaine façon, il s'adresse à lui, mais en le mettant en garde. Hein. Bon. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, Jun zhi shi chen ru shou zu, ze chen shi jun ru fu xin. Jun zhi shi chen ru quan ma, ze chen shi jun ru guo ren. Jun zhi shi chen ru tu jie, ze chen shi jun ru kou chou. Donc, si le prince considère c'est Chen, alors Chen, ça peut être le sujet ou le ministre, en tout cas celui qui est en position subalterne par rapport au prince. Donc, si le prince considère ses sujets ou ministres comme ses mains et ses pieds, les sujets le considéreront comme leur ventre et leur cœur. Si le prince considère ses sujets comme ses chiens et ses chevaux, eux le considéreront comme un simple concitoyen. Mais si le prince les considère plus bas que terre, hein, littéralement comme de la terre ou de l'herbe, eux ne verront en lui qu'un kou, un bandit, ou même un chou, c'est-à-dire un ennemi. Donc ici, vous avez la fameuse règle confucéenne, la règle d'or, hein, de la réciprocité, c'est-à-dire de la même manière que vous traitez quelqu'un, soit avec respect, soit avec mépris, et bien celui que vous avez en face de vous vous rendra la pareille. Donc, encore une fois, donc, leçon d'actualité. Hein, donc, si les dirigeants nous traitent avec mépris, eh ben, en fait, c'est tout à fait légitime que nous leur rendions la pareille. Alors, donc, je reprends le texte de Liu Qingping ici. Hein. Donc, il nous dit que Hu Shi s'est fondé sur cette citation du Mencius pour en déduire, pour déclarer que, entre guillemets, Mencius est devenu le premier et peut-être le plus grand philosophe de la politique démocratique de l'histoire de l'humanité. Donc là, Hu Shi, dans son enthousiasme du début du XXe siècle, donc justement est un exemple de cette excitation autour de ces déclarations de Mencius. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une note de bas de page. Bon, d'abord qui vous donne les références de ces citations de Hu Shi, donc qui interviennent dans son Zhongguo Zhexue Shi, c'est-à-dire son histoire de la philosophie chinoise. Et ensuite, donc la note vous dit que par rapport à Hu Shi, c'est son contemporain Chen Duxiu, que vous avez en rouge, qui a souligné avec acuité qu'il existait malgré tout une profonde différence entre la notion occidentale de démocratie moderne et la notion confucéenne traditionnelle du peuple comme fondement, c'est-à-dire le fameux Minpen, et même avec la notion de la primauté du peuple, le Mingui, de Mencius. Et Liu Qingping, dans sa note, cite donc Chen Duxiu, qui aurait dit le démocratisme occidental est basé sur le peuple en tant que zhuti, c'est-à-dire comme corps principal, comme corps souverain. Et toutes ces citations, c'est-à-dire donc le ciel voit et entend par les oreilles et les yeux du peuple, le peuple en premier, le prince en dernier, le peuple et le fondement du pays, tout cela est en réalité fondé sur les shedi, c'est-à-dire les autels du sol et du grain, c'est-à-dire sur le pouvoir du prince. Autrement dit, tout ça est fondé sur l'héritage ancestral du prince. Donc là, la note vous met donc en contraste la perception de Chen Duxiu, de ces citations de Mencius. Chen Duxiu n'est pas dupe, il dit en réalité
toutes ces jolies citations reviennent en réalité à maintenir donc le pouvoir ancestral donc du prince. Alors, ce qui m'a paru intéressant donc, dans ce début de l'article de Liu Qingping, c'est que vous avez mis face à face les deux figures les plus emblématiques, voire iconiques, du mouvement du 4 mai 1919. Alors, à gauche, Hu Shi, à droite, Chen Duxiu, dont les destins sont intéressants parce que ce sont deux, justement, intellectuels modernistes dont les destins ont été alliés dans un premier temps, mais qui ensuite totalement divergé pour suivre des destins, mais totalement, on ne peut plus opposer. Alors, vous avez d'abord Hu Shi, donc monsieur à lunettes, né en 1891 à Shanghai, en réalité donc originaire par sa famille de la province de Anhui, qui est au sud de Shanghai, et qui est décédé donc en 1962 à Taïwan. Alors, comme vous le voyez par sa date de naissance, 1891, Hu Shi naît dans une société encore extrêmement traditionnelle. Alors, j'en veux seulement pour preuve le fait qu'il a à peine 12 ans lorsque sa famille arrange pour lui un mariage avec une jeune fille qui a à peine un an de plus que lui, qui est illettrée et qui a encore les pieds bandés. Donc là, vous voyez un petit peu dans quoi donc, naît Hu Shi. Alors, il reçoit son éducation de base à Shanghai, et comme c'est un étudiant extrêmement brillant, il est envoyé en 1910 comme boursier aux États-Unis à l'université Cornell et plus tard à l'université encore plus prestigieuse de Columbia à New York. Alors à Columbia, il s'engage dans un travail de thèse sous la direction du grand philosophe pragmatiste américain John Dewey. Et donc il reçoit son doctorat de philosophie à Columbia en 1917, puis retourne en Chine, enseigner donc à l'université de Pékin, tout nouvellement créée. J'ai parlé tout à l'heure justement de ces universités de type européen, occidental, qui se créent en Chine au début du XXe siècle. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le directeur de thèse, John Dewey, est invité en Chine en 1919 et il se trouve qu'il arrive juste quelques jours avant les événements du 4 mai, dont il est témoin oculaire. Et pendant donc, cette tournée de conférences en Chine, il est évidemment accompagné par Hu Shi, qui lui sert d'interprète. Alors, quant à Hu Shi, dès son retour en Chine, il commence à écrire pour un nouveau journal qui s'appelle Xin Qingnian, que vous avez ici à l'image, et qui a pour particularité de porter un sous-titre en français dans le texte, La jeunesse. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est un journal qui est fondé par Chen Duxiu, que vous avez ici à l'image. Et donc, c'est grâce à ce que Hu Shi publie dans ce journal, qui s'adresse, comme son nom l'indique, essentiellement donc à la jeunesse chinoise, que Hu Shi se fait connaître. Et en 1917, Hu Shi fait paraître un manifeste qui a fait date, qui est une proposition pour une réforme de la littérature et qui propose donc, ou même voudrait imposer à tous ceux qui écrivent en chinois, donc, d'utiliser dorénavant le baihua, c'est-à-dire la langue parlée, au lieu du chinois classique. Alors là, c'est une véritable révolution
Le paihua, ça veut dire littéralement le parler blanc, autrement dit un parler transparent, c'est-à-dire accessible à tous, par opposition donc au Wenyan, c'est-à-dire le chinois classique, dans lequel s'exprimaient donc les gens éduqués, et qui est un peu à considérer comme une sorte d'équivalent du latin dans l'Europe médiévale jusqu'à l'Europe prémoderne. Donc les clercs correspondaient donc en latin, et de la même façon donc les clercs en Chine s'expriment en chinois classique. Alors ce changement de langue implique aussi un abandon des traditions littéraires et la promotion donc d'une littérature populaire. Alors c'est justement à la suite de cette proposition que le grand écrivain Lu Xun fait paraître pour la première fois donc une sorte de d'essai, enfin non, c'est un écrit qui s'appelle le Journal d'un fou. Il le fait paraître donc en paihua, c'est-à-dire en écriture, en écriture populaire. Alors, donc, de cette manière, Rouchu devient rapidement un des intellectuels les plus influents du mouvement du 4 mai 1919, mais dès l'année suivante, dès 1920, il quitte le comité de rédaction de Xinqinyan, de Nouvelle Jeunesse, avec Lu Xun d'ailleurs, du fait d'un désaccord assez profond avec Chen Duxiu. Parce que vous avez d'un côté donc Hu Shi, qui est un libéral, et donc de formation pragmatique au sens philosophique du terme, puisqu'il a été formé par Dewey. Et donc, Hu Shi est favorable à une révolution culturelle et littéraire, alors que Chen Duxiu, lui, est partisan d'une révolution politique et sociale. Et alors là, vous voyez commencer à se séparer donc ces deux dessins, vous les voyez diverger, puisque d'un côté, Chen Duxiu embrasse le marxisme, voire le léninisme, et Hu Shi, lui, se met au service de la République de Chine, qui est alors dirigée par Chiang Kai-shek. Donc, Hu Shi est nommé, par exemple, ambassadeur de la République de Chine aux États-Unis entre 1938 et 1941, pendant les années de guerre. Et puis ensuite, il est nommé président de l'Université de Pékin entre 1946 et 1948. Et après cela, donc, on le voit passer donc à Taïwan, en suivant Chiang Kai-shek à Taïwan, où en 1958, il prend la tête de l'Academia Sinica et où il vit donc jusqu'à sa mort à l'âge de 71 ans. C'est pour ça que donc que Hu Shi est mort à Taïwan. Alors, d'un autre côté, vous avez le destin complètement opposé donc de Chen Duxiu. Alors, avant d'entrer un petit peu dans le détail, j'en profite pour vous donner un certain nombre de références absolument incontournables, et ça vous fera également de la lecture pour les congés de fin d'année. Alors, vous avez d'abord de Lucien Bianco, éminent historien et sinologue lui aussi, les origines de la Révolution chinoise de 1915 à 1949, dont la première édition est parue aux éditions Gallimard en 1967. Vous avez également donc un ouvrage collectif en 2 tomes. Alors le premier tome de Marianne Bastide-Bruguière et Jean Chénaud, que vous avez à l'image. Jean Chénaud, qui est né en 1922, qui est décédé en 2007. Donc vous avez d'abord la Chine des guerres de l'opium à la guerre franco-chinoise, 1840-1885, qui est paru en 1969 aux éditions Hatier.
Et le deuxième volume, qui s'intitule De la guerre franco-chinoise à la fondation du Parti communiste chinois, 1885-1921, sous la direction toujours de Marianne Bastide-Bruguière, Jean Chénaud, à qui s'est ajoutée donc Marie-Claire Bergère, toujours chez Hatier en 1972, et enfin un autre collectif, lui aussi en 2 volumes, de la dite Marie-Claire Bergère, elle aussi très grande historienne, Lucien Bianco, déjà nommé, et Jürgen Doms, qui s'intitule La Chine au XXe siècle, volume 1, d'une révolution à l'autre, 1895-1949, paru chez Fayard en 1989, et le volume 2, de 1949 à aujourd'hui, toujours chez Fayard, en 1990. Bon, alors, pour revenir donc à Chen Duxiu, donc c'est quelqu'un qui est né en 1879 dans la province de Anhui, donc la même province d'origine que Roushi, donc ce qui a dû aider justement à leur rapprochement à l'origine, et qui est décédé pendant la guerre en 1942 dans la province du Sichuan. Alors, comme vous le voyez, Chen Duxiu est plus âgé que Roushi, et donc, en étant né en 1879, il a suivi d'abord la voie royale des lettrés de l'époque, c'est-à-dire il a passé les examens pour devenir xiucai, qu'on traduit en général par bachelier. Il aurait pu s'engager de cette manière dans une carrière de lettré traditionnel au service de l'État impérial. Mais il opte alors, après, en fait, il devient bachelier en 1898, et comme vous le savez, 1898, c'est cette fameuse tentative de réforme politique, et c'est ce qui le convainc de changer de voie et d'opter pour une formation moderne à l'occidentale qui l'amène à Hangzhou pour y suivre des cours dans une école de construction navale, et des cours qui sont dispensés en français. C'est ce qui explique certainement que justement le journal qu'il fonde ensuite porte ce sous-titre français. Alors, il commence donc à s'engager dans des activités politiques et à être assez violemment critique du gouvernement impérial de cette dynastie Qing en train de finir. Et donc, à cause de ça, il se voit forcé de fuir au Japon de 1900 à 1902. Alors là, il retrouve justement toute la compagnie justement des élites chinoises anti-Manchu. Je rappelle que Liang Qichao se trouve déjà sur place à ce moment-là. Alors, après la révolution de 1911, qui donne lieu à la Première République, Chen Duxiu est commissaire à l'éducation dans sa province natale de l'Anhui, mais en 1913, il prend parti contre la tentative de restauration impériale de Yuan Shikai et doit de nouveau fuir au Japon, d'où il revient en 1915. Donc, vous voyez, le réflexe qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont critiques du régime en place en Chine ont tendance en fait à se réfugier au Japon, parce que c'est évidemment l'endroit le plus proche et évidemment le plus commode, puisque au Japon, les Chinois ne sont pas totalement perdus, puisqu'ils lisent quand même les caractères. Bien. Alors, c'est au moment où il revient donc en Chine en 1915 qu'il fonde cette fameuse revue, ce journal de la Nouvelle Jeunesse, dans justement la concession française de Shanghai. Et cette revue porte justement toutes les positions anti-traditionnelles et pro-démocratiques de la jeunesse chinoise.
Et c'est un journal qui va paraître jusqu'en 1926, mais non sans être devenu en 1923 l'organe donc du premier parti communiste chinois. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans ce journal qui est publié d'abord le manifeste de Rouchi en faveur du Baihua, c'est-à-dire de la langue parlée. C'est dans ce journal que paraît le journal d'un fou de Lu Xun en 1918, et la revue a pour leitmotiv de défendre ce qu'elle appelle De Xiansheng, c'est-à-dire Monsieur démocratie, qui à l'époque le mot démocratie est transcrit en chinois de façon phonétique, c'est de Mokolashi. Bon. Et l'autre donc leitmotiv, c'est le Monsieur Science, Sai Xiansheng, c'est-à-dire de l'anglais science. Alors, donc, je passe un peu rapidement. Donc, Chen Duxiu donc se trouve à Pékin en 1916, où il poursuit ses activités politiques qui sont bien sûr, renforcées par la révolution russe qui se passe à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là donc que Chen Duxiu épouse résolument donc les théories marxistes. Et c'est en 1919 qu'il fait paraître dans Xinqian donc un numéro spécial consacré entièrement au léninisme. Et c'est là justement que se fait la rupture avec Rouchi et Lu Xun. Alors, bon, je passe le détail. Chen Duxiu, bien sûr, du fait de ses activités politiques considérées comme subversives, passe pas mal de sa vie en prison. Et c'est lui qui participe donc à la fondation du Parti communiste chinois, qui a lieu donc en 1921 à Shanghai, toujours dans la concession française, lors du premier congrès national de ce nouveau parti. Alors, je vous laisse consulter donc toutes les références que je vous ai données pour entrer ensuite dans le détail assez complexe des relations compliquées de Chen Duxiu avec le Comintern, avec Staline, Trotsky, etc. etc. Ce n'est pas exactement mon propos ici. Ce que je voudrais faire, c'est en arriver donc aux considérations de notre collègue de l'Université Paris-Cité, dont j'ai parlé la dernière fois, Céline Wang Xiaoling de son nom chinois, qui a donc publié un article intitulé « Appropriation du concept de démocratie en Chine au début du XXe siècle », paru dans un collectif dirigé par Marie Chausson, qui s'intitule entre parenthèses, Réappropriation des savoirs, paru aux presses de l'INALCO en 2021. Et donc, dans cet article, Céline Wang nous rappelle que dans son journal La Jeunesse, Xinqian, en 1915, Chen Duxiu donc lance l'idée de démocratie qu'il traduit par un néologisme, c'est-à-dire une expression qui est Weiminzhui, qui veut dire littéralement donc le principe du peuple seul, c'est-à-dire que seul le peuple est au fondement et au centre de la structure étatique. Et Céline Wang nous rappelle que le mot démocratie était initialement rendu par le terme minzhu, que vous avez en deuxième ligne sur la diapositive. Ça, c'est un héritage des traductions japonaises.
Et en fait, le binôme Minzhu est à l'origine l'abréviation de l'expression, troisième ligne, Minzhizhu, c'est-à-dire donc le maître du peuple. Alors le maître du peuple, c'est en fait le souverain, qu'il soit prince, roi ou empereur. Et c'est après l'introduction des idées occidentales que, pour traduire démocratie, on est passé à Min Weizhu, c'est-à-dire le peuple est donc le fondement, disons le maître dans la structure étatique. Autrement dit, entre Minzhizhu et Min Weizhu, on a une inversion totale justement de la traduction. Et toutefois, justement, ce que Chen Duxiu propose comme traduction Wei Minzhui, ça fait penser à l'ancienne expression Min Wei Bangben, c'est-à-dire donc le peuple est le seul fondement du pays, qui est en fait une expression classique du livre des documents, et qui est donc à la base de cette fameuse pensée du Minben. Je vois que vous perdez le fil, donc ce qui est ici montré, c'est justement les complications justement des problèmes de traduction de ces notions occidentales. C'est-à-dire qu'on commence par essayer de fouiller dans le réservoir justement du vocabulaire classique, et naturellement ça crée des malentendus, et nous sommes un petit peu dans une situation similaire en fait à ce qui s'est passé au moment où les Chinois ont dû traduire du sanskrit, par exemple, quand le bouddhisme indien est arrivé en Chine. Donc, on a commencé à fouiller dans le réservoir justement des expressions chinoises, et naturellement, ça a créé un certain nombre de malentendus. Alors, je suis obligée d'aller un petit peu vite maintenant parce que je vois que l'heure avance. Alors, si je reviens donc à l'article de Liu Qingping, il nous dit dans ce long passage en substance, je n'ai pas le temps de vous le traduire en entier, mais ce qu'il dit de manière très très intéressante, et nous allons y revenir, c'est que en réalité, si nous prenons véritablement à la base l'expression Minpen, c'est-à-dire le peuple comme fondement, en réalité, nous revenons justement à ce que Liu Qingping considère comme le régime à la fois despotique et patriarcal de la Chine confucéenne traditionnelle, puisque vous avez dans cette idée le fait que le souverain est à la fois le père du peuple. Donc, vous avez cette relation fondatrice de l'ordre politique, qui est la relation entre souverain et sujet, ou souverain et ministre, qui est en réalité calquée sur le modèle de la relation entre le père et le fils. Donc ici, ce qu'explique Liu Qingping dans ce passage, c'est que en réalité, donc, la relation de sang, la relation patriarcale du père au fils, sert de modèle politique à la relation entre le souverain et le ministre. Et alors donc il illustre son propos par toutes sortes de citations justement du Mencius, parmi lesquelles vous avez celle que j'ai surlignée en rouge, Tian Wu Er Ri, Min Wu Er Wang, c'est-à-dire donc de même qu'il n'y a pas deux soleils dans le ciel, il ne peut pas y avoir deux rois dans le peuple. Et c'est là que vous reconnaissez donc le titre de notre cours de cette année. Alors,
cette vision critique du confucianisme, hein, et là je voudrais quand même vous montrer que ça peut conduire à des choses assez violentes, ça peut conduire par exemple à une sorte d'opération de lynchage médiatique dont aurait été victime le professeur Liu Qingping, c'est ce que vous avez ici à l'écran. Hein. Il semblerait qu'en juin 2015, des étudiants en doctorat de l'université de Fudan donc, ont lancé une campagne de dénigrement contre ce professeur jusqu'à exiger son expulsion de Fudan. Alors là, vous avez typiquement donc une réaction de ce qu'on pourrait appeler des fondamentalistes néo-confucéens qui s'en sont pris également à un collègue de Pékin, l'illustre historien Li Ling, qui au moment où il a publié donc un livre intitulé Confucius, chien errant, bon, Santiago, donc, mais en se défendant en disant qu'en fait c'est juste une citation où Confucius se décrit comme un chien errant. Bon, il a dû enfin demander une protection policière parce que il a reçu des menaces de mort. Hein. Bon, alors dans ce que vous avez à l'image, vous avez la réaction de Liu Qingping qui répond donc à cette menace d'expulsion en disant je suis en réalité un confucianiste, mais critique du confucianisme. Et là, il a tout à fait raison de se défendre dans ces termes, puisque, en fait, on pourrait dire que les confucianistes sont les premiers critiques, justement, de ce qu'il propose. Et il termine en disant je m'excuse, hein, je prie ces fondamentalistes confucéens de m'excuser, hein, puisque j'ai déjà présenté des excuses publiques sur Weibo il y a un an. Hein. Donc là, vous voyez un petit peu la tournure que ça peut prendre, justement, de se montrer, ne serait-ce qu'un peu critique, hein, de ces thèses confucéennes. Hein. Alors, toujours est-il que cette fameuse phrase, hein, qui sert d'intitulé à notre cours de cette année, hein, vous voyez qu'elle est reprise dans la presse actuelle. Vous avez ici un titre du journal Epoch Times. Alors Epoch Times, il faut savoir qu'il y a le Falun Gong derrière, hein, donc ce n'est pas forcément un modèle d'objectivité, mais ce qui m'intéresse justement dans cette une, hein, c'est qu'elle vous annonce que la chronique du nouveau Premier ministre que vous avez à l'image, à côté du grand leader, donc ce Premier ministre Li Qiang, la chronique disparaît du site officiel du Parti communiste chinois. Hein, et si on analyse ce que ça signifie, ça montre que Guo ou Erzhu, c'est-à-dire que dans le pays, il ne peut pas y avoir 2 maîtres. Donc on se le dise, hein, donc nous sommes ici en avril 2023. Le Premier ministre que vous avez à l'image, Li Qiang, vient de succéder au Premier ministre précédent, Li Keqiang, que vous avez ici, hein, qui a probablement été écarté parce que jugé trop libéral, hein, qui a été mis en retraite anticipée, hein, et qui est décédé également de manière très anticipée, quelques mois plus tard, hein, en octobre 2023. Et donc, vous avez ici donc, le fait que on ne peut pas avoir 2 maîtres. Ici, la hiérarchie est tout à fait claire. Et pour finir, afin de vous souhaiter
de bonnes fêtes à tous. Voici aussi quelqu'un il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est donc le Père Noël, incarné ici par l'artiste Ai Weiwei. Donc, c'est l'occasion pour moi donc, de vous souhaiter vraiment de très bonnes fêtes. Et donc, si le Bouddha nous prête vie, au plaisir de vous revoir ici, même lieu, même heure, le 9 janvier. Merci.